Merci beaucoup, Caroline. Hey, merci. Merci d'être là. On est très, très contents. On est nerveux, mais pas grave. Bon, on va changer de... Alors, bonjour, je me présente. Je m'appelle Marie-Ève Côté. Je suis... Tu parles dans le... Ah! Parce que c'est capté par la vidéo là-bas. Ah, je suis désolée. Oui, OK. Alors, je suis coordonnatrice de contenu à l'association Vox Québec. Aussi, je suis enseignante au préscolaire et au primaire. Je fais de la suppléance dans les écoles présentement. Je suis également patiente partenaire à l'Université Laval, ainsi que formatrice à la QRP et chargée de projet au GPSSM, qui est le groupe provincial de la lutte à la stigmatisation en santé mentale. J'ai collaboré aussi au livre de Tania Lecomte et de Luc Vigneault, Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale, le livre que vous allez pouvoir retrouver dans les kiosques aujourd'hui. Alors, je te laisse te présenter, Luc. Ah, merci, c'est gentil. Moi, je suis coordonnateur de recherche et de formation à l'association Vox Québec. Bon, patient partenaire ici, à Laval, à Montréal, à Bordeaux, à Paris, puis aussi avec Nicolas à Lyon, hein, à son école de père aidant, j'ai intervenu aussi. Alors, très content d'être là. Membre du centre de recherche Vitam, qui est ici, également de l'équipe CAP sur rétablissement, puis co-auteur de 3 livres, dont Je suis une personne pas de maladie, CAP sur le rétablissement et préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale. Pourquoi qu'on prend la peine de vous faire cette nomenclature-là? Parce que un jour, dans notre parcours de vie, on nous a dit que notre vie t'a fini. Ça nous fait toujours plaisir de rappeler à ceux qui nous ont dit qu'on t'a fini que c'est pas si pire que ça, avoir la maladie mentale. Un petit mot sur, oui. Sur Vox. Alors, Vox Québec, en bref, bien, la mission, regrouper en Association nationale des personnes vivant ou ayant vécu un trouble mental, les consulter et les représenter, afin de promouvoir et défendre leurs intérêts. Alors, le but, informer, former, favoriser la participation, représenter, sensibiliser le public, transmettre la promotion du rétablissement et du pouvoir d'agir et effectuer des recherches, des études et des consultations. Voilà. Puis il y a un kiosque qui vont pouvoir répondre à vos questions. Vas-y, Jeanne. Oui. Moi, je voulais vous dire que des gens qui ont des troubles mentaux, 20% de la population québécoise, c'est 1 sur 5. Et j'ai demandé à mes amis à l'international de nous le dire dans leur propre langue. Vous, c'est combien de gens qui ont des troubles mentaux? C'est pareil! Mais, donc, on voit peu importe dans quel pays on se trouve. Donc, ça veut dire qu'ici, même à l'université, on peut dire qu'il y a au moins 20% des gens qui ont des troubles mentaux. En période d'examen, ça monte à 60-70, mais... donc, ça vous dit qu'on n'est pas tout seul. Si vous vivez ça, vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui vivent des troubles mentaux. Donc, l'effet de la stigmatisation, les spécialistes vont venir vous en parler plus tard, mais d'abord, ce qui est important de dire, c'est que 2 tiers des personnes qui ont un trouble mental refusent d'aller chercher de l'aide de peur d'être étiqueté malade mental. Alors, c'est énorme. Ça a quasiment pas de bon sens de dire qu'il y a seulement 33% des gens qui acceptent d'aller chercher de l'aide. Donc, ça amène beaucoup de difficultés. Parmi la stigmatisation, je regarde des fois dans... je sais pas si vous avez vu La Petite Vie, l'émission La Petite Vie. Caro, quand elle veut insulter quelqu'un, elle traite de malade mental, hein? Hey, espèce de malade mental! Mais c'est pas drôle, dans le fond, c'est vrai, je comprends pas, en tout cas, bref. Les gens nous partagent aussi quand ils se rendent à l'hôpital psychiatrique, vous savez, du trottoir à l'hôpital, ils appellent ça la marche de la honte. Hein? C'est ça, comme ça que les gens nous parlent. Même à Valcartier, à la base militaire, ici à Québec, les soldats, pour se rendre aux soins de santé mentale, c'est au 2e étage, et ils appellent ça l'escalier de la honte. Donc, on a beaucoup à faire pour changer la stigmatisation. C'est dans ta tête, on appelle ça l'ombrage diagnostique. Combien de fois je me suis présenté à l'urgence pour me faire dire que c'était dans ma tête, puis que finalement,
on m'envoyait un psychiatre après des heures et des heures d'attente, alors que dans le fond, tu sais, moi, j'ai été traité pour le cancer, j'ai été traité pour des dos chroniques. J'ai eu plusieurs opérations physiques dans ma vie, mais il a fallu que je me batte littéralement pour avoir droit à ces soins-là. Tout ça parce que j'ai le diagnostic de schizophrénie. Puis c'est ce qui m'a amené à réfléchir, à dire, un dossier en psychiatrique, est-ce une condamnation à vie? Parce que ça te suit partout. Quand tu vas faire un emploi, avez-vous des troubles mentaux? Prenez-vous des médicaments psychiatriques? C'est demandé tout le temps. C'est comme si, parce que tu as eu un épisode psychiatrique, tu avais 20, 22 ans, j'ai 63 ans, moi, on me le demande encore. C'est incroyable, hein? Donc, voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles on veut s'attarder aujourd'hui. À ton tour. Oui, bien, les conséquences de la stigmatisation, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a au niveau, sur le plan personnel, que c'est la baisse de l'estime de soi, un sentiment de honte, de culpabilité, d'infériorité, un stress, puis une pensée vraiment critique envers soi-même. Dans les conséquences sociales, bon, on a de l'exclusion du monde du travail, de la difficulté à obtenir un logement ou des pertes de droits civiques, de la difficulté d'adaptation puis de la marginalisation. Il y a des conséquences aussi sur les soins apportés, que ce soit la difficulté d'accès aux soins, des abandons thérapeutiques, la privation de liberté, puis le manque d'information. Moi, juste pour vous donner une idée, je peux coter probablement à 8 points de tout ça, mais je suis juste une personne parmi tant d'autres, alors imaginez l'impact et les conséquences qu'on pense à plusieurs personnes. Exactement. Moi aussi, je peux cocher pas mal tout. Oui? J'ai vécu pas mal ça. Moi, dis à l'autre diapo. Donc, Marie-Ève, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton cheminement en santé mentale? Là? Qu'est-ce qui fait que tes problèmes de santé mentale sont apparus? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ben moi, à l'âge de 23 ans, j'ai fait une psychose parce que il y a plein de stress qui sont arrivés en même temps dans ma vie. Puis ça m'a, je suis une personne hypersensible, c'est que ça m'a beaucoup affectée. Comme par exemple, à ce moment-là où j'ai fait ma psychose, j'ai aidé une petite fille qui avait la leucémie à l'école, puis elle souffrait beaucoup, puis j'ai comme fait un délire mystique, j'ai voulu la guérir. J'ai pensé que j'étais capable de faire un miracle, puis que j'allais avoir des dons, puis que, mais malheureusement, ben c'est ça, c'était un délire mystique, c'était la maladie, puis moi, malheureusement, ben j'avais des prédispositions génétiques du côté paternel avec les problèmes de santé mentale, fait que j'ai pas vraiment choisi cette maladie-là, c'était une fragilité qu'il y avait, surtout dans ma famille. Mais j'ai pas juste vécu une psychose, j'ai aussi vécu une dépression, gros trouble anxieux. Je me suis toujours dit, ben, quand tu perds avec le contact avec la réalité, c'est peut-être un petit peu normal que l'anxiété peut embarquer, mais c'est ça. Fait que j'ai connu les crises de panique, puis c'est ça, ça m'a beaucoup nui. Également, j'ai connu le TOC. J'ai eu des phobies d'impulsion. Là, c'est comme des pensées épeurantes qui viennent dans ton esprit. C'est vraiment pas évident à vivre. Et aussi, le TOC, là, comme vérifier plein de fois les poignées de porte, là, ou aller vérifier si la machine à café assez bien éteinte, mais finalement, tu vas la vérifier beaucoup trop de fois pour que ça soit normal. Mais finalement, ils m'ont donné aussi le diagnostic du trouble bipolaire de type 1. Fait que ça faisait une belle palette. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup souffert. De l'âge de 23 à 29 ans, ça a été très difficile pour moi. J'ai pris une vingtaine de molécules différentes, j'ai essayé plein de médications. À 25 ans, là, j'avais une dosette de personnes âgées. J'ouvrais mes petits copes, là, puis je les refermais, puis je me sentais terriblement malade. J'ai vécu des hospitalisations, malheureusement, à la salle d'isolement, l'hôpital de jour, voir plein de spécialistes, des arrêts de travail prolongés, puis faire des activités quotidiennes je trouvais ça lourd, comme aller prendre des marches ou aller conduire ma voiture. Pour moi, ça devenait difficile. Fait que j'ai perdu à ce moment-là beaucoup d'autonomie puis d'indépendance. J'ai perdu ma confiance, mon estime puis mon amour pour moi-même. J'ai perdu des occasions de déployer mes talents. Puis j'ai perdu aussi des opportunités de m'épanouir dans ma vie, que ce soit des occasions de voyage, que ce soit des occasions d'aller dans des bons restos ou de spectacles ou tout ce qui aurait pu arriver dans ma vingtaine finalement.
Puis pendant que mes amis, ben, eux autres, ils déployaient leurs ailes, ben moi, je voulais juste guérir. Mais, puis ça me tentait pas trop d'être étiquetée dans la place des fous, dans la classe des fous, parce qu'au fond de moi, je me sentais pas folle, je me sentais malade. Donc, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une vie satisfaisante, j'ai une vie normale, j'ai une vie heureuse. Aujourd'hui, j'ai un conjoint depuis 8 ans, j'ai un beau petit garçon de 5 ans en pleine santé qui va bien, une maison, un travail à temps plein, des amis, une famille, bref, tout ce qu'on veut dans la vie. Mais pour moi, ça n'a rien de banal de où j'arrive. Donc, Luc, c'est à ton tour. Parle-moi de ton cheminement en lien avec la santé mentale. Mon Dieu, moi, ben, on pourrait remplacer le mot bipolaire par schizophrénie. Tout le reste, c'est pareil. Dans le sens, ben moi, c'est ça. Moi, j'ai commencé à avoir des hallucinations jeunes, à jeun, c'est pourtant de le dire, où j'entendais des choses, je voyais des ombrages, je me sentais persécuté. Donc, je trouvais ça extrêmement difficile, mais également, moi, dans mon délire, moi, c'était pas de guérir le monde, moi, c'était de tuer du monde. Je ris parce que c'est tellement dramatique, c'est pas drôle, parce qu'en même temps, tu sais, t'es tiraillé. J'avais quand même une éducation pas pire qui me disait, ben, c'est pas bien de tuer du monde, là, tu sais. Donc, non, sérieusement, là, ça me perturbait, mais le grand maître de l'univers qui avait pris possession de mon cerveau me demandait des choses comme ça. Donc, c'était pénible, c'était horrible. Fait que j'ai connu l'hospitalisation forcée. Je suis arrivé là. J'ai connu les fameux codes blancs où on court après, on te saute dessus sans t'expliquer quoi que ce soit. Puis me faire agripper violemment, que j'en suis ressorti qu'un traumatisme que je garde toute ma vie. Tu sais, moi, je vais chercher de l'aide, puis la réponse qu'on m'a donnée, c'est une agression. Donc, c'est... Puis, tu sais, le pire, des fois, je fais ce témoignage-là dans d'autres hôpitaux psychiatriques, puis j'entends à l'occasion quelqu'un me dire « Vous l'avez mérité ». Comme si quelqu'un pouvait mériter de se faire agresser. C'est incroyable, hein? Alors, imaginez les soignants qui pensent comme ça. Donc, voilà. Bon, après ça, bon, j'ai eu la perte de mon droit d'autorité parentale, ce qui est tout à fait horrible. Tu n'as plus le droit d'aller chercher des enfants à l'école. Tu n'as plus le droit de signer leur bulletin. Bref, Dieu merci, je l'ai retrouvé, mais quand ça t'arrive, c'est énorme. Puis à chaque fois, tu sais, quand je me retrouvais, bon, en emploi, c'était extrêmement difficile. Bref, puis à chaque fois, je me disais, tout ça parce que je suis malade. C'est ça, okay, comme toi, là, tu sais. Tout ça, pourquoi que ça m'arrive? Juste parce que je suis malade. C'est pas juste. Tu sais, je trouvais ça tellement injuste, tellement difficile, tellement souffrant. Puis, tu sais, puis quand on essaie on parlait de droits tantôt, quand on essaie de revendiquer nos droits, ben, on se fait répondre que c'est un symptôme de la maladie. Pas drôle, là! Hein? Ah! Donc, si c'est un symptôme de la maladie, revendiquer des droits, ben, on va augmenter la prescription. Fait qu'on me donnait encore plus de pilules. Fait que, tu sais, j'ai connu, là, être gelé comme une balle, là, ça n'avait pas de sens. Pas de son, pas d'image. Tantôt, on parlait avec Mireille les relations intimes. Ben, oublie ça, avoir une vie sexuelle quand tu es médicamenté jusqu'au trou de nez, c'est impossible. Là, ça se peut pas, là, tu sais. Donc, c'était... Ben, heureusement, ben, moi aussi, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens qui ont une approche rétablissement, puis des gens qui ont dit « c'est assez », qui ont mis le pied à terre, puis qui le mettent encore. Pour te dire, les gens qui ont des maladies mentales ont le droit, eux aussi, à s'épanouir, ont le droit, eux aussi, à avoir une vie sexuelle, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit d'être en couple, ils ont le droit d'avoir des enfants, etc. Donc, voilà, oui, quand on est malade, on se fait traiter. Moi, je peux vous dire, une fois, j'ai été évalué par une TS, puis elle me dit, « Ah, vous prenez des pilules parce que vous êtes malade. » Je dis, non, vous comprenez pas, là. Moi, je prends des pilules pour pas être malade. C'est différent. Si j'en prends pas, c'est inquiétant. Mais tant que j'en prends, c'est justement pour pas être malade. Puis il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, ben, tu sais, les gens qui sont diabétiques, qui font de la pression, qui ont d'autres maladies, eux aussi prennent des pilules pour pas être malades, dans le fond. C'est ça, mais c'est ça. Donc, voilà,
On va plus maintenant, Marie-Ève, s'attaquer aux solutions. Parce que c'est ça qu'on s'est dit, on ne perdra pas trop de temps sur ce qui nous est arrivé, mais allons plus sur des solutions. Vas-y, tu peux nous en parler. Je te parle un peu de stigmatisation, oui, Luc. s'il te plaît, parle de stigmatisation. Je vais parler un peu de stigmatisation parce que au moment où je suis tombée malade, moi, avant, je n'avais jamais été stigmatisée. Là, ça allait bien, le monde m'aimait ben, pas mal. Puis là je vis une psychose, puis là, je peux être jugée comme par magie. Puis pourtant, ben, je m'étais toujours calculée agréable, puis tout ça. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'idées fausses à mon sujet concernant le trouble bipolaire. Comme, par exemple, que je pouvais être malhonnête ou irresponsable ou une personne à problème ou une mauvaise mère, une mauvaise conjointe, une mauvaise enseignante, que je pouvais avoir des sautes d'humeur, faire des folles dépenses, que je pouvais être une personne dangereuse. Ça, c'est vraiment triste. Là, se faire dire ça, c'est atroce. Que je pouvais changer souvent de partenaire. Ah oui, ça aussi. Que je pouvais avoir des problèmes de consommation, faire des mauvais choix dans ma vie. En tout cas, j'en passe, ça, il y en avait plein qui me représentaient pas. Puis pourtant, j'avais toujours été une personne sérieuse, responsable, puis réfléchie depuis que j'étais toute petite. Puis dans le fond, ben moi, la stigmatisation, je l'ai vécue dans ma vie sentimentale. Tu apprends ça à un gars, puis lui, tu veux sortir avec, mais lui, il se pose comme par magie. J'en ai connu dans le domaine de l'emploi, dans les milieux de soins aussi, puis dans la population en général. Fait que c'est vraiment une énorme tristesse. Puis j'ai fait de l'autostigmatisation à cause de ça. Puis j'ai décidé d'apprendre à vraiment me connaître pour savoir si c'était vrai, tout ce qu'on disait. Puis j'ai vraiment réalisé que le monde avait tort, mais c'était un gros travail. Puis je me suis dit, mais est-ce que je le dis, mon trouble de santé mentale, est-ce que je le divulgue? Parce que moi, je voulais être aimée des gens, hein? C'était comme pas le but, là, c'était pas de faire fuir du monde, là. Surtout quand t'es malade, t'as comme beaucoup plus le goût d'avoir des gens autour de toi. Mais j'ai décidé d'en parler, parce que je me suis dit que si on n'en parlait pas, ben on continuerait ce cercle-là de fausses idées. Fait que c'est pour ça que je prends le risque d'en parler. Puis dans le fond, ce qui est vrai à mon sujet, c'est que j'ai beaucoup souffert. Que je suis une meilleure personne aujourd'hui à cause de ma maladie, puis que j'ai développé des forces insoupçonnées en moi à travers le cheminement, que ce soit de la patience, de la persévérance, du courage, de l'empathie, de l'humilité, de la bienveillance. Puis, dans le fond, j'ai dû m'aimer assez fort, puis à bien me connaître, pour affirmer haut et fort que je suis pas ces idées fausses-là, puis que c'est pas ça qui me qualifie, puis c'est pas ça qui me définit, mais que c'est que ma maladie est une infime partie de moi, finalement. Exact. Merci. À toi, Luc, oui, tu as rendu au parcours en lien avec la stigmatisation. Ben oui, merci beaucoup, effectivement. Ben moi, ce qui m'a le plus marqué beaucoup, c'est, l'ombrage diagnostique, j'en ai parlé un peu, c'est qu'on ne vous croit pas. Hein, quand vous allez chercher des soins, que ce soit à l'urgence ou à la clinique sans rendez-vous, il faut que tu prennes rendez-vous, là, donc cette clinique-là, on ne te croit pas. Ben non, tu as un problème de santé mentale, donc ça se fait pas. Puis moi, j'ai des gros problèmes au niveau de mes vertèbres. Puis combien de fois je suis allé à l'hôpital, puis on me disait, oui, il y a quelqu'un qui va aller vous voir, puis là, j'attendais, puis c'est le psychiatre qui arrivait, alors que j'avais 3 hernies discales très douloureuses. Et moi, ça, à force de me faire dire que c'est dans ma tête, ça m'a amené à demander l'aide médicale à mourir. J'en ai parlé avec ma femme, elle me disait, écoute, je suis humainement impossible, je ne peux pas vivre avec cette douleur-là, ça se peut pas. Je n'ai parlé avec mes frères et sœurs, mes enfants, ça a été un drame dans la famille. Tout ça parce qu'on ne croyait pas, mais j'ai pas le choix. J'ai demandé, j'ai appelé mon GMF pour avoir le formulaire de l'aide médicale à mourir, et là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, un docteur qui m'a reçu, puis qui m'a dit, vous souffrez tant que ça. Tu sais, je ne sais pas combien de fois je le dis. Donc, cette personne-là m'a pris en charge, comprenez un terme médical, et elle a personnellement appelé des chirurgiens pour dire, ce patient-là, il faut qu'il soit vu d'urgence, parce qu'il y a une schizophrénie, oui, mais il y a des gros problèmes, personne ne le croit, il n'est pas soigné. Fait que je suis arrivé quelques semaines plus tard, j'étais un chirurgien qui a dit, mon doux Seigneur, je vous opère, je vous mets sur la liste prioritaire.
faire une histoire courte, j'ai des vis, des tiges de métal dans le dos aujourd'hui, mais ma vie a changé. Je suis un homme nouveau, j'ai une vie extraordinaire, j'ai plus mal. Là, je suis en processus de sevrage de narcotiques parce qu'à un moment donné, j'en prenais beaucoup. Mais bref, c'est ce que j'ai vécu. Quand je suis allé à Emploi Québec, aussi, j'ai demandé... je veux faire partie du programme d'aide à l'emploi pour les travailleurs autonomes. Fait qu'ils m'ont dit, oui, remplissez le formulaire. Puis je les ai tout amené, tu sais, les livres que je fais, mes conférences à l'international, les recherches. Tu sais, moi, je suis chargé de cours à faculté de médecine, à pharmacie, en psychologie. Imaginez, je donne des cours, puis j'ai pas les critères pour m'inscrire aux cours que je donne. C'est quelque chose, hein? Puis, la première chose qu'elle m'a dit, la fonctionnaire d'Emploi Québec, c'est « Vous avez une maladie mentale. » Ben oui. On peut pas, je peux pas vous donner accès au programme parce que, vous savez, c'est stressant être travailleur autonome. Moi, j'ai dit, ce qui est stressant, madame, c'est quand un fonctionnaire d'Emploi Québec me stigmatise. Ça me stresse. Mais travailleur autonome, je pense pas. Finalement, il a fallu que je me batte, puis j'ai réussi à avoir des soins. Et la dernière chose qui me suit encore, c'est des troubles cognitifs. Hein. J'ai longtemps pensé que j'étais pas intelligent. J'ai longtemps pensé que j'ai pas de mémoire, j'ai pas de concentration, je suis pas capable de me souvenir de choses. Monter une armoire Ikea, oublie ça. Ça n'a rien à faire avec moi. Mais pire que ça, me souvenir de choses anodines, tu sais, la date d'anniversaire de mes enfants, de ma femme, je m'en souviens pas. Tu sais, aller porter les vidanges au chemin, je les mets dans mon char, mais je pars avec. J'oublie qu'ils sont dans la valise. Prendre mes pelules, j'oublie tout le temps. Tu sais, heureusement que ma femme est là pour me le rappeler. Hein. Elle me dit, Luc, oublie pas de prendre tes pelules, surtout la bleue. Donc, ça m'aide. Mais tant mieux, maintenant, on a des solutions pour les troubles cognitifs. Donc, voilà. Maintenant, dans les solutions, on est rendu dans les solutions. Yes. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment informer le plus possible les gens sur les troubles de santé mentale, de donner beaucoup d'informations, que ce soit, par exemple, par le biais d'une émission télévisée ou à la radio. Là, je trouve ça positif parce qu'on en parle vraiment de plus en plus, surtout depuis la pandémie. Mais plus les gens ont de l'info, plus sont informés, moins ils ont peur, plus sont ouverts, puis plus c'est positif. Fait que ça serait une des suggestions que je vois. Toi, Luc, en as-tu des solutions? Oui, j'en ai certains. Des discours positifs envers les personnes pour éviter l'autostigmatisation. Parce qu'on entend quand ce soit dans les médias ou ailleurs, ou même à l'hôpital, qu'on n'est pas capable, qu'on ne pourra pas travailler. Tous ces discours-là, on les assimile. Donc, puis j'ai entendu dire que l'absence de discours négatifs, juste pour pas parler, c'est plus aidant que bien des choses. Donc, pour moi, c'est quand vous parlez de la santé mentale, oui, il y a des problèmes, mais il faut mettre des discours positifs pour que les gens entendent que le rétablissement est possible, que s'épanouir dans la vie, c'est possible. T'as-tu une autre idée, toi? J'en avais plein, là. Ouais. Voir des modèles positifs de rétablissement, des témoignages des gens qui se sont rétablis, qui vont bien, dans le fond, puis en écoutant l'histoire des gens, on se rend compte aussi souvent d'enfances difficiles de ces personnes-là ou des défis vraiment qui ont été difficiles à surmonter, puis on comprend un peu plus pourquoi la personne elle a vécu des choses aussi, qu'elle a eu un trouble de santé mentale. Souvent, c'est relié avec un peu un vécu. Alors, je trouve que ça serait, plus on en a, mieux c'est, comme les bibliothèques vivantes le font également. Exact. Luc, tu as d'autres idées? Oui. Miser sur les forces des gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, miser? En fait, j'ai un ami, moi, qui a une maîtrise lui, il est professionnel de recherche, puis il analyse des données, puis il est schizophrène, là. Mais il est dans son monde, lui, il est plus dans son monde encore que moi. Puis l'employeur m'appelle, puis il a dit, ouais, tu sais, je veux pas stigmatiser. Tu voyais qu'il était ouvert. Puis, parce que moi, il travaillait pour moi dans une autre organisation.
Puis elle dit, on a besoin de quelqu'un qui va travailler dans un cubicule, qui ne parlera pas à personne, puis qui va faire des analyses de... C'est votre homme! Il est assez content d'avoir un job qu'il n'a pas besoin de parler à personne. C'est vrai, c'est sa force. Puis il est allé travailler, c'était au CHUL, je crois. Et puis, il a fait une bonne job parce que lui interagir avec des camarades, il n'est pas capable, mais il a pu faire des analyses de données, là, une puis une autre. Puis, donc, c'est ça, viser sa force des gens. Oui. Voilà. Puis aussi, ben, je me dis, les cours d'empathie, ça serait chouette. Ça se donne en Australie, au Danemark. Puis je pense qu'au Danemark, c'est le 3e pays où ils sont les plus heureux au monde. Donc, peut-être qu'il y a peut-être des liens. Je sais pas. Puis, ben, c'est ça, montrer en jeune âge, parler de santé mentale, tu sais, vraiment l'ouverture d'esprit qu'on pourrait donner dans un cours, faire de la prévention en même temps. Je pense que ça serait bien. Puis, on pourrait avoir des discours vraiment, tu sais, quand on parle des enfants, bien, ça peut être dans un langage d'enfant, bien sûr, de parler de santé mentale. Au secondaire, ça pourrait venir avec des témoignages, puis tout ça, mais tu sais, vraiment d'inclure ça dans nos milieux scolaires. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ben oui, puis finalement, les médias, j'appelle ça une responsabilité partagée, parce que j'ai demandé à quelqu'un que je connais bien, Karina Marceau, qui fait d'excellents reportages, entre autres, à Radio-Canada, TV5 et Télé-Québec. Bon. Et Karina, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, quand elle va chercher de l'information sur la maladie mentale, ben, elle va cogner à la porte de l'hôpital psychiatrique, puis elle demande, est-ce que les gens qui ont la schizophrénie sont dangereux? Puis qu'elle se fait répondre, oui! Oh oui, ils sont très, très, très dangereux. Mais elle dit ça dans son reportage, tu comprends? Mais c'est pas elle, c'est le message qu'on lui a donné. Moi, j'étais témoin une fois, j'étais là. Vous savez, quand un usager commet un acte violent, il faut faire un rapport à l'hôpital psychiatrique. Et puis, donc, Karina, elle demande, il y a combien d'actes violents ici? Puis le représentant de l'hôpital, il dit, tous les jours, il y a quelqu'un qui se fait agresser. Moi, je lève la main. Oui, mais il y a combien de formulaires? Il y en avait, je pense, 112. C'est pas tous les jours, ça, 112. Parce qu'il y a 361. Mais vous projetez l'image et ça. Donc, c'est une responsabilité partagée. Oui, les médias, il faut qu'ils arrêtent souvent de parler de la maladie mentale comme quelque chose d'épouvantable et qu'il n'y a rien à faire. Mais en même temps, nous, je dis nous, les gens qui travaillons dans le réseau de la santé, quand on se fait interviewer par un journaliste, il faut arrêter de transmettre cette stigmatisation-là aussi. On change de diapo. Oui, pour approfondir le sujet, petit plug en passant. Donc, ils vont être disponibles, mais tout ça pour vous dire que le dernier que j'ai écrit, Préjugés, discrimination ou exclusion en santé mentale, c'est important pour moi, puis pour on a Marie-Ève qui a participé, il y a Julie Tandy qui est ici, qui a participé. Il y a Nicolas Franck aussi qui est là. Moi, j'ai appelé des gens de cœur que j'aime. Puis, parce que vous savez, les recherches, il y a Merel qui est de Bordeaux ici, son collègue Kevin Marc a fait une revue de littérature. Ceux qui nous stigmatisent le plus, c'est nos soignants. C'est drôle à dire hein, dans la vie, pas parce qu'ils nous battent, loin de là, mais tu sais, quand on entend, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas avoir de vie amoureuse, etc., etc., donc c'est une forme de stigmatisation. Quand tu arrives à l'hôpital, les portes sont barrées alors que tu t'es présenté toi-même. Donc, j'ai demandé à des gens de nous parler de stigmatisation, mais surtout des solutions. Puis ça, il y en a une puis une autre qui ne coûte à rien. C'est ça qui est fantastique. Donc, voilà. Je vais prendre plus de temps pour parler de ce livre-là qui va faire partie des tirages tantôt. On tenait à remercier encore le comité organisateur puis remercier nos partenaires parce qu'on voit aujourd'hui un peu comme, vous savez, le MeToo, là, dans les agressions sexuelles, je sens le même vent en stigmatisation en santé mentale. Les gens disent c'est assez, puis je suis content que les gens se soient regroupés ensemble. Et en terminant, une petite citation.
la première? Ben oui. Ce n'est pas tant la stigmatisation qui était insupportable, c'est d'en être victime. Et je te laisse la deuxième, Ben Luc, oui. pour terminer. Je vous dirais, prêtez l'oreille à ceux qui vivent de la stigmatisation. Vous trouverez des solutions qui leur conviennent à eux. C'est ça. Ben merci. Merci. Voilà.